Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez ici. Je m'appelle Johanna, j'adore les pyjamas et j'essaye en toute humilité d'évoquer le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme qu'on connaissait avant sous le terme de syndrome d'Asperger ou de Kanner. Mais on ne le dit plus aujourd'hui, je vous laisse voir dans les autres vidéos pourquoi. Alors aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 de Johanna fait la queue au CRA. Le premier, je vous avoue que je l'avais fait, si vous l'avez vu, je l'avais fait vraiment à chaud quand je suis sortie de chez ma psy et c'était pas très construit. Aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer comment est-ce qu'on obtient, entre guillemets, une place au CRA et comment ça se passe ensuite pour les démarches. Alors, beaucoup de personnes me posent la question, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a des doutes pour aller voir une personne pour un diagnostic? Alors, à chaque fois, ce que je redis, c'est qu'il y a deux possibilités. Donc, soit vous allez voir une personne en libéral, soit vous allez dans le CRA ou le CRA, ça dépend comment on dit selon les régions, de votre région. Alors, la personne en libéral, vous allez avoir 3 fois moins d'attente. Les délais d'attente sont entre 3 et 6 mois. Et le coût varie entre 300 et 600 euros. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera sur une personne que j'ai démasquée, entre guillemets. Enfin, j'ai fait ma Élise Lucette canapé et j'ai trouvé une personne sur internet qui profite justement de la souffrance des personnes qui se posent des questions pour facturer des tests à plus de 1000 euros. Donc ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Sachant que quand vous avez votre diagnostic par un neuropsychologue en libéral, ça ne suffit pas. Parce que la seule personne qui est habilitée à poser un diagnostic, c'est un psychiatre ou un médecin. Donc même quand vous avez le papier de votre neuropsychologue qui dit qu'il vous a fait passer des tests et qu'il pense que vous êtes autiste, il faut que vous trouviez un psychiatre ou un médecin qui valide ce diagnostic. Ça a été la même chose pour ma fille qui a été diagnostiquée, alors au départ à tort, hein, TDAH. On a fait les tests chez la neuropsychologue et j'étais un peu aberrée parce que donc la neuropsy lui a fait tous les tests. On avait 12 pages en fait de bilan et il a fallu que j'aille chez mon médecin traitant qui n'y connaît rien en TDAH et qui a dit ok d'accord, voilà, coup de tampon, ça y est. Donc c'est la même chose avec le TSA. C'est pas parce que vous avez votre bilan par un neuropsychologue que vous avez le diagnostic. Il faut ensuite trouver quelqu'un qui le valide. Alors selon les régions, ça peut être plus ou moins difficile. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous parce que ça peut aussi aider les autres personnes. Alors moi j'ai choisi de passer au CRA pour des raisons financières, voilà, essentiellement. Donc, comme vous le savez peut-être, moi j'ai une fille de 12 ans qui est aussi TSA. On a la MDPH depuis très peu de temps. Et donc, cet argent de la MDPH, c'est pour elle, c'est pour ses prises en charge. Moi, je travaille pas à temps plein, pour les raisons qui m'amènent à penser que je suis autiste. Donc, on va dire que financièrement, voilà, je préférais attendre que débourser, mais il n'y a pas de meilleure solution. Enfin, certains vous diront que le libéral c'est mieux, d'autres vous diront que le CRA c'est mieux, certains vous diront qu'il y a des CRA qui sont horribles. Et effectivement, j'ai vu sur des forums qu'il y a des CRA qui ne sont pas du tout au point. Ça dépend vraiment de votre région, donc renseignez-vous sur des forums, demandez. Moi, je vais vous parler du CRA dans lequel j'ai eu une place dans la liste d'attente et je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Alors déjà, pour avoir une place en CRA, il faut que vous demandiez une lettre à votre médecin traitant ou à votre psychiatre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la théorie, le CRA, ce sont des professionnels auxquels on s'adresse lorsqu'on a trouvé personne en libéral. C'est-à-dire que dans la théorie, il y a beaucoup plus de personnes habilitées à diagnostiquer un TSA. En théorie, même un médecin traitant peut diagnostiquer un TSA. En théorie. Parce qu'en pratique, moi, ma médecin traitant pour ma fille, elle a dit « Oh oui, c'est léger ». Un enfant de 6 ans qui vous parle de suicide, c'est léger.
ou une adolescente qui fugue de son école parce qu'elle fait un meltdown, c'est léger. J'aime pas trop ce terme TSA léger, mais je pense que vous comprenez pourquoi. Donc en théorie, il devrait y avoir des professionnels qui devraient pouvoir vous diagnostiquer et seulement si vous ne trouvez pas, eh bien là, vous vous adressez au CRA. C'est pour ça qu'on demande une lettre d'un médecin généraliste ou d'un psychiatre. Moi, donc ma psychiatre, elle a accepté au bout d'un long moment, hein, c'est-à-dire que je lui avais dit qu'il y avait beaucoup de délais d'attente, mais elle avait le pouvoir, hein, de toute façon. Elle a dit, on va d'abord attendre de voir pour votre fille si c'est avéré, puis ensuite on fera votre lettre. Donc entre le moment où je lui ai demandé et le moment où elle m'a fait ma lettre, il s'est passé à peu près 6 mois. Voilà. Donc elle m'a enfin fait une lettre de recommandation. Alors dans cette lettre, on conseille aux praticiens de donner toutes les raisons qui amènent à penser à un TSA. Alors si par exemple vous vous adressez à votre médecin traitant qui ne s'y connaît pas beaucoup, ce que je vous conseille c'est de vous faire une liste de toutes les choses qui vous amènent à penser que vous avez un TSA. Essayez de faire une liste très concrète avec les choses que vous ressentez très concrètement, les difficultés auxquelles vous faites face. Et pour ça, alors vous pouvez vous appuyer sur le DSM-5. J'ai fait une vidéo, je ne peux pas moi la faire apparaître là comme les professionnels, parce que je ne sais pas comment faire, mais vous regarderez, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Autisme, les critères officiels du DSM-5. Donc là, vous pouvez reprendre point par point les difficultés relationnelles, les difficultés sensorielles, les intérêts spécifiques. Et comme ça, vous pouvez à votre praticien donner tous les éléments pour qu'il ou elle fasse une lettre de recommandation. Ensuite, une fois que vous avez cette lettre, ce qui est déjà pas rien, hein, vous trouvez le numéro de téléphone de votre CRA. Donc moi j'ai cherché, je suis tombée sur une secrétaire. Alors je pensais qu'ils étaient habilités à recevoir des coups de téléphone de personnes qui étaient mal à l'aise au téléphone. En fait, pas du tout. Donc, en gros, la conversation, c'était bonjour. Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. Oui. Et c'est tout. C'est moi qui ai dû expliquer alors que en fait, j'étais tétanisée au téléphone. Donc, elle m'a demandé est-ce que vous avez une lettre. Oui, oui, j'ai fait ma lettre. Donc là, elle m'a demandé mon adresse mail et elle m'a envoyé des documents par mail. Donc, c'est les documents que je vais vous montrer. Sachant que tous les CRA ne procèdent pas de la même façon. Là, pareil, si vous aussi, vous êtes en démarche, dites-nous dans les commentaires ce que votre CRA vous a envoyé ou pas. Je sais dans des forums que certains CRA font un premier entretien téléphonique pour ensuite valider ou pas la passation des tests. Bon, bah, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai reçu, alors je vous ai préparé là sur la table, je vais vous le montrer comme ça. J'ai reçu donc 2 tests papier. Donc le premier, alors c'est à l'envers, hein. Il s'appelle The Cambridge Behavior Scale. Je vous mettrai de toute façon dans la description. Alors j'ai cherché sur internet et apparemment, je crois que c'est aussi, oui, Baron Cohen, notre très cher Baron Cohen qui a aussi fait l'autre test dont je vais vous parler. Et ça correspondrait au coefficient empathique. Alors, j'ai cherché sur internet. Et en fait, est-ce que celui-là, on peut le faire? Apparemment, on peut le faire en ligne aussi. Moi, au début, quand j'ai reçu ces tests-là, étant donné que ça émanait du CRA, moi, je pensais que c'était des choses un peu confidentielles. Donc, je n'osais pas trop en parler. Je me disais même, je vais peut-être pas faire une vidéo dessus parce que c'est peut-être des choses de médecin. Et en fait, je me suis rendu compte, donc avec le deuxième, le quotient du spectre autistique, que ces tests, en fait, ils sont disponibles sur Internet. Et vous pouvez vous-même les faire sur Internet pour vous donner une idée. Alors, The Cambridge Behavior Scale, moi je ne l'ai pas fait sur Internet parce que j'en avais pas entendu parler. C'est un test qui vous pose des questions. Et, par exemple, première question, je peux facilement dire quand quelqu'un veut entamer une conversation. Et là, vous avez donc des petits items à cocher, donc tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas du tout d'accord. Donc ça déjà, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de juste milieu entre plutôt d'accord et plutôt pas d'accord.
Donc moi, ce que j'ai fait en remplissant ces tests, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais moi, j'ai ressenti le besoin de le faire, donc je l'ai fait. J'ai tapé un document Word que j'ai appelé annexe, et pour chaque test, pour chaque question qui m'avait posé problème, j'ai écrit quelles étaient mes difficultés pour répondre à la question et j'ai donné des exemples. Alors oui, ça m'a pris un temps de malade. Mais en même temps, je me dis, j'ai 1 an et demi, 2 ans d'attente, je ne suis pas à ça près, je préfère le faire bien. Par exemple, donc je peux facilement dire quand quelqu'un veut entamer une conversation, bah, c'est ambigu parce que imaginez que vous ne le voyez pas quand la personne va entamer une conversation. Vous ne pouvez pas dire la personne va entamer une conversation mais je ne le vois pas. Enfin, vous voyez, ça c'est aux autres de vous dire ah bah non, quand là machin il a voulu te parler, t'as tourné la tête. Vous voyez, et il y a plein de questions comme ça où je me suis dit mais c'est pas possible. Alors moi ce que j'ai fait pour ces tests donc, que j'ai eu moi en format papier, je les ai fait imprimer en plusieurs fois et je les ai fait moi et ensuite j'ai demandé, enfin je les ai lus à mon mari. Et ça c'était super intéressant aussi parce que entre la vision qu'on a de nous-mêmes et la vision qu'ont nos proches, bon bah ça on le sait, qu'on soit autiste ou pas, il y a toujours une différence, mais là il y avait des différences quand même badass. Par exemple, en ce qui concerne mes intérêts spécifiques, je peux facilement voir quand j'ennuie les gens. Alors moi je suis partie du principe que comme j'étais assez adaptée, enfin je me sentais quand même adaptée, je partais du principe que j'ennuyais jamais les gens parce que je le voyais. Et ben mon mari m'a dit pas du tout. Il y a des fois, tu t'en rends pas compte, mais tu parles et l'autre le voit pas. Et c'est en ça où je trouve que ces tests sont quand même compliqués. C'est que quand on voit pas qu'on emmerde les gens, et ben on coche, bah non, moi je suis pas d'accord, j'emmerde pas les gens. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un test qu'il faut faire si vous avez des proches, des gens avec qui vous vivez, ou même une fratrie ou des amis, n'hésitez pas à le remplir avec eux. Alors moi, j'ai carrément réécrit au CRA en disant est-ce que c'est moi qui dois cocher ou est-ce que je dois le faire avec quelqu'un? Je pense que la secrétaire du CRA, elle me connaît bien maintenant parce que je lui ai envoyé plein de mails. J'ai dû beaucoup, là pour le coup, j'ai dû beaucoup l'emmerder. Mais elle m'a répondu non, répondez vous ce que vous pensez. Bon, je me dis, effectivement, il va y avoir des tests, donc tout ne se joue pas avec ces petits papiers. Il y a d'autres questions, moi, qui m'ont posé problème. On est toujours sur The Cambridge Behavior Test. Scale, pardon. Je rêve la plupart des nuits. Moi, cette question, elle m'a laissé pantoise. Donc, j'ai coché plutôt d'accord et j'ai fait une flèche avec écrit « Comme tout le monde ». Parce que on rêve tous la plupart des nuits. Ce qui change, c'est que certaines personnes se souviennent et que d'autres ne se souviennent pas. Et que ça, la mémoire onirique, c'est quelque chose qui se travaille. Vous sentez qu'on arrive à un intérêt spécifique pour tout ce qui est rêve, rêve lucide et tout ça. Donc vous voyez en quoi, déjà pour une personne autiste, répondre à ce genre de questions, quand on aime la précision, c'est compliqué. Donc, tous les petits moments où j'ai fait des petits apartés, et ben je les ai mis dans ce document Word où j'ai écrit, ben voilà, Cambridge Behavior Test, question 5, et j'ai écrit ce que je suis en train de vous dire en fait, pourquoi j'avais eu du mal à répondre à la question. Quand vous remplissez ça c'est avec le recul, peut-être que si votre intérêt spé en ce moment c'est l'autisme, vous allez peut-être avoir la capacité de lire entre les questions. Vous voyez ? Et si vous êtes socialement adapté, peut-être que vous allez vous dire « Ah mais oui, mais en fait là, dans l'autisme entre guillemets hyper classique, ils attendent cette question alors que moi maintenant, alors que moi maintenant je sais faire, du coup je vais répondre pas d'accord, mais si je réponds pas d'accord, et ben peut-être que… » J'ai envie de vous dire, ne vous posez pas la question, répondez honnêtement. Et ensuite, face à la personne, devant le test, expliquer que, par exemple, mes amis me parlent généralement de leurs problèmes car ils disent que je suis très compréhensif. Là, on peut se dire, dans l'autisme entre guillemets classique, où on passe pour des gens qui n'ont pas d'empathie, pour des gens très terre à terre qui vont emmener des solutions, et ben là, il faut
il faut plutôt cocher pas d'accord. Non, non. Moi, par exemple, on me dit souvent que je suis hyper compréhensive. Mais parce que depuis jeune, j'écoute les autres et j'ai su créer une compréhension, alors intellectuelle certes, mais je suis quand même compréhensive. Donc là, j'ai coché que j'étais d'accord avec le fait que j'étais compréhensive. Petite parenthèse refermée parce que ça fait déjà 16 minutes. Ok, donc voici pour ce premier test. Deuxième test. Alors celui-là, vous pouvez le trouver très facilement, plus facilement que l'autre sur Internet. Il s'appelle Le quotient du spectre autistique de Baron Cohen. Donc là, encore une fois, on a le tout à fait d'accord. Voilà. Donc par exemple, je vous lis juste la première question. Je préfère réaliser des activités avec d'autres personnes plutôt que seule. Bon, alors après, je dis pas qu'il y a des personnes autistes qui recherchent toujours la compagnie, mais moi, cette question, bah oui, c'était tout à fait d'accord. Enfin, tout ce que je fais, bah, ça fait avec mon chéri, bien sûr, mais tout ce que je fais, bah, j'ai envie de le faire seul. Hein, quand il faut le faire à plusieurs, bah voilà, il faut le faire, mais c'est chiant, quoi. Donc là, encore une fois, j'ai mis énormément de petits astérisques sur mon document Word. Par exemple, je suis plus facilement attirée par les gens que par les objets. Ben, j'adore effectivement les objets. Effectivement, les objets m'attirent. Mais j'avais l'impression qu'en répondant oui à cette question, ça voulait dire que j'aimais pas les gens. Alors que j'aime quand même les gens. Enfin, en plus, je suis travailleuse sociale, donc c'est pas que les gens m'intéressent pas. C'est que spontanément, ben, c'est vrai que je préfère aller observer un objet parce qu'il n'y a pas d'interaction. Mais mon annexe, elle fait 12 pages. Je pense qu'au CRA, ils vont se dire, celle-là, elle va nous tenir chaud, quoi. Pareil, question 45. Je trouve qu'il est difficile de décoder les intentions des autres. Moi, jusqu'à il y a quelques années, enfin jusqu'à me poser la question de l'autisme, j'ai toujours pensé que je décodais facilement les intentions des autres parce que je faisais des hypothèses. Et je partais du principe que mes hypothèses étaient vraies. Et quand mes hypothèses n'étaient pas vraies, je me disais simplement « Ah bah je me suis trompée, ça arrive comme tout le monde ». Mais maintenant que je fais l'hypothèse, du coup j'observe, et effectivement c'est un biais, hein, un biais d'observation, mais maintenant j'observe, par exemple en réunion, souvent au travail, même aussi avec mon mari, j'observe que parfois il y a une expression, donc je fais mon hypothèse, et maintenant j'essaie de vérifier mon hypothèse. Et donc bah, les gens me disent « Ah bah non, bah là c'était que je pensais ça ». Et je me dis « Ah mais oui, là je m'étais carrément plantée ». Mais sauf qu'avant ça, je le faisais pas. Avant, je me disais pas d'Ivoire, là, en fait, t'es triste à cause de ça, ou c'est... Non, je pensais que je comprenais. Et du coup, bah, je me disais, ok, c'est ça. Donc pour des personnes qui viennent juste de commencer à se poser des questions, ça peut être déroutant. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, répondez honnêtement, et vous verrez ensuite face à la personne, vous pourrez lui expliquer, ou faire une petite annexe comme j'ai fait si ça vous rassure. Mais en tout cas, moi je pars du principe qu'il faut faire confiance. Alors je sais que des fois on se fait trahir et je suis bien placée, enfin vous le savez, pour savoir que j'ai été trahie un bon nombre de fois. Mais je pars du principe, je sais plus où je l'ai entendu récemment, si c'est dans une vidéo YouTube ou un film, et ça m'a parlé. Je préfère continuer à être quelqu'un qui fait confiance, quitte à être déçu parfois, que de perdre toute confiance en l'humanité et en l'individu, enfin voilà. Donc j'ai envie de me dire, ce crash, je vais lui faire confiance. Donc bah, j'ai répondu le plus honnêtement possible. Donc je vais vous montrer maintenant mon annexe, enfin je vais vous montrer, je peux pas parce que de toute façon ce sera à l'envers, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Attention. Je suis juste en train de vous dire voilà moi ce que j'ai ressenti et ce que j'ai eu le besoin de faire. Donc, concernant mes intérêts spécifiques, non, je rigole de mon propre fonctionnement en fait. Moi quand j'étais plus jeune, j'avais jamais entendu parler d'intérêts spécifiques, encore moins d'intérêts restreints. Moi j'appelais ça des passions. Je me disais, bah, tout le monde a des passions. Il n'y a pas des gens sans passion.
Donc quand j'ai commencé à comprendre ce qu'est un intérêt spécifique, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est un intérêt spécifique? Est-ce que c'est juste une petite passion? Est-ce que... Donc pour clarifier ça pour moi et pour les autres, eh ben, j'ai fait un tableau. Donc dans mon petit tableau, j'ai mis donc case intérêt, donc là j'ai mis les intérêts, l'âge, donc l'âge auquel ça m'a pris, interférence sur le quotidien actuel ou de l'époque, parce qu'il y a des intérêts spé que j'avais avant que je n'ai plus, et des intérêts que j'ai aujourd'hui mais que je n'avais pas avant. Donc interférence, c'est-à-dire combien de temps ça m'occupe dans la semaine ou quel impact ça a sur ma vie. Ensuite, le degré de connaissance, parce que ça aussi, j'ai trouvé ça pertinent. Parce que c'est pas parce qu'on a un intérêt spé, contrairement à ce qu'on pense, tous les autistes ne sont pas des génies dans leur intérêt spé. Il y a des fois, on a un intérêt spé, mais juste parce que ça nous détend et qu'on n'a pas retenu tous les éléments. Je sais pas, moi, il y a eu une époque où, par exemple, mon intérêt spé, ça avait été le tricot. Bon, les gens qui me connaissent vous diront qu'ils ont tous eu en cadeau une écharpe très très moche. J'étais nulle, mais en plus de ça, je confonds ma droite de ma gauche, donc je faisais des choses mais complètement dégueulasses et je le savais. Donc ma connaissance et ma performance en tricot étaient clairement du niveau 0. Mais j'étais à fond. Je tricotais tout le temps. J'avais tout le temps mes aiguilles avec moi, je regardais des tutos, j'achetais des plots, enfin, j'étais à fond dessus, mais j'avais pas beaucoup de connaissances. Donc ça m'avait paru pertinent de le noter. Et donc aujourd'hui, et là j'ai mis cette case aujourd'hui pour, admettons, je sais pas, que j'avais un intérêt spé dans mon enfance, qu'est-ce qui m'en reste aujourd'hui? Alors, je vais juste vous en lire deux pour vous donner un petit exemple. Alors, qu'est-ce que je choisis? Par exemple, la littérature. Donc ça, c'était mon premier. Âge, maternelle, parce que là, j'ai été piquée très jeune. Interférence sur le quotidien actuel ou de l'époque. Déjà toute petite, je me disais, moi comme métier, je vais être celle qui écrit dans les livres. Écriture de mon premier roman en 6e, j'ai gagné plusieurs concours littéraires entre 16 et 20 ans, 2 romans publiés dans une toute petite maison, beaucoup de lectures pendant la période de promotion, tout mon temps y passait, j'en ai presque fait un burn-out. Alors ça, je ferai une vidéo là-dessus sur les intérêts spé qui peuvent devenir obsessionnels. Et moi, j'en ai assez souffert parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'étais autiste. Et si j'avais su à l'époque que je rentrais dans une routine obsessive, je pense que j'aurais fait différemment. Donc, degré de connaissance. Pas assez à mon goût. Connaissance basique des mouvements littéraires, des figures de style, des écrivains contemporains et de la ligne éditoriale des maisons d'édition. Alors, je connais quand même toutes, je peux dire toutes, mais en tout cas, je connais toutes les maisons d'édition françaises, leur ligne éditoriale, ce qu'elles éditent ou pas, notamment littérature blanche, parce que c'est le type de littérature que j'aime. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, Daniel Balavoine. Je ne l'évoque pas ici parce que la vidéo va durer 3 heures, mais Daniel Balavoine, c'est plus qu'un intérêt spécifique, c'est une partie de mon âme. Ça m'a beaucoup contrariée de ne pas pouvoir terminer, hein. J'étais comme ça. Surtout que là, en plus, c'est un peu moche. C'est ce que je fais, en fait, pour me faire des ondulations. Je le fais une fois par semaine. Comme ça, après, j'ai plus à me coiffer de la semaine. Je suis tranquille. Alors, on en était, je crois, à mon petit tableau avec les intérêts spécifiques. Je ne vais pas vous lire tout le tableau, mais du coup, moi, en intérêt spécifique, donc j'ai marqué la littérature blanche, le patinage artistique, les étoiles, Daniel Balavoine, les handicaps sensoriels, surdité et cécité. Alors aussi la surdicécité, dont Hélène Keller, qui est aussi un de mes intérêts spécifiques. Le rangement, le minimalisme, Marie Kondo. Alors je pense que je ne suis pas la seule à être fan de la méthode KonMari pour avoir un intérieur épuré et rangé. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Le bouddhisme. Voilà. Alors, dans la deuxième partie de l'annexe, j'ai choisi de détailler des questions qu'on me posait en fait sur le questionnaire. Et on me posait la question de la qualité des interactions. Donc ça, pour moi, c'était difficile de répondre en quelques phrases. Donc là, j'ai décrit mes amitiés ou du coup mes rejets de la maternelle à aujourd'hui. On me demandait aussi ma capacité à jouer seule quand j'étais enfant, mon intolérance au changement, à la frustration. On me demandait également mes antécédents médicaux. Donc là j'ai tout mis, hein. J'ai mis l'asthme infantile, la spasmophilie, les dépressions. J'ai pas mis les CNEP parce que j'étais pas sûre du diagnostic au départ.
J'ai mis le suivi en addictologie, l'arrêt de l'alcool. Le pourquoi je veux faire ce test, donc j'ai fait une petite lettre du coup en expliquant que si je voulais faire ce test, c'était pour aller mieux, pour savoir accompagner ma fille aussi, parce que je voulais pas lui dire ta particularité si on a la même, et je voulais pas non plus pendant toute ma vie dire nos différences si moi c'était autre chose. J'ai également fait une liste de choses dont je savais bien que je n'oserais pas parler à l'entretien, c'est-à-dire que si on ne m'y amène pas, je ne vais pas le dire, parce que c'est des choses que je trouve, alors pas honteuses en soi, hein, mais qui ne sont pas faciles à dire quand on a masqué toute sa vie. Je ne vais pas toutes vous les dire, mais pour vous donner un ordre d'idée, j'adore passer mes cuticules sur ma lèvre supérieure. Quand je suis anxieuse, je peux parfois avoir une rougeur à la lèvre. C'est-à-dire que lorsque je fais ça et que je suis très anxieuse, eh ben, des fois j'ai les lèvres vraiment très rouges. Quand je panique, je me récite en boucle le poème T'es pas de Paul Valéry. C'est un poème très beau, je vous invite à aller le voir. Je fais des plannings de semaine en termes de sport, méditation, machine, ménage. Je suis obsédée par la semaine parfaite et l'équilibre hebdomadaire et les rythmicités en général. C'est-à-dire que on pourrait presque dire que j'ai un intérêt spécifique pour l'année. L'année, les 4 saisons, les mois. J'ai plusieurs tableaux en fait dans ma maison, notamment un au-dessus de mon lit où il y a tous les mois de l'année et les choses que j'aimerais travailler pendant ces mois, que ce soit en termes de méditation, de chakra, de sport, de ménage. Voilà, j'ai un semainier que j'adore et que je remplis. Je vais vous le chercher. Vous voyez, j'ai dû acheter ça à Carrefour et donc c'est toute la semaine. Alors il y en a plein parce que du coup, comme je suis obsédée par la semaine parfaite en termes d'organisation, eh ben, je teste des choses. Voilà. Donc j'y arriverai un jour. Et ça, c'est des choses que je ne sais pas si j'oserais spontanément les dire. Donc je me suis dit, là, c'est noté. S'ils veulent m'en parler, ils m'en parlent. Si ça n'a pas d'importance, ils m'en parleront pas. Dans la plupart des cas, ils demandent aussi l'adresse et le numéro de téléphone de vos parents. Pourquoi? Parce que on a tendance, plus on vieillit et plus on masque. Donc, le comportement dans la toute petite enfance est vraiment très important pour les professionnels du CRA. Et donc, c'est pour ça qu'on demande le numéro de vos parents. Alors, moi, j'y suis pas encore passée, donc je ne peux pas vous dire quelles sont exactement les questions. Mais d'après ce que j'ai vu sur des forums, on demande généralement au père et à la mère. Sur un forum, j'ai vu que c'était séparément. Ça peut être par téléphone, hein, bien sûr, s'ils sont loin. Comment se comportait l'enfant avant 4 ans et ensuite aujourd'hui, quelles étaient ses réactions. Et on cherche notamment avant 4 ans à voir tout ce qui était de l'ordre du relationnel, de la nourriture, du sommeil. Donc ce sont des choses auxquelles nous, on n'a peut-être plus accès en termes de mémoire, mais que nos parents peuvent peut-être dire. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où soit vous n'avez plus vos parents, soit vous avez vos parents, mais c'est compliqué. Dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, apparemment, cette modalité d'appel des parents n'est pas une obligation formelle. Donc, on peut très bien faire un test sans l'appel aux parents. Ça se fait aussi. C'est juste quelque chose qui est facilitant. Donc ensuite, une fois que j'ai eu tout ça, une fois que j'ai rempli les tests écrits, et une fois que j'ai rempli mon annexe, j'ai tout imprimé et j'ai envoyé donc au CRA à l'adresse indiquée. J'ai reçu par la suite un mail de la secrétaire me disant que j'étais bien notée dans la liste d'attente. Alors, notée, hein, pas bien notée, hein, c'est-à-dire que j'étais effectivement enregistrée. Alors, je ne vous cache pas que j'ai essayé de recontacter la secrétaire parce que il y a eu un moment, et notamment au printemps, j'avais fait une vidéo un peu rigolote là-dessus, mais le printemps, moi, c'est une période où vraiment ça va pas du tout physiquement.
Et j'avais été en arrêt maladie et je savais pas si j'arriverais en fait à passer cette étape. Donc je leur avais fait un mail en leur demandant s'ils n'avaient pas un créneau d'urgence. Alors je me disais, bon, je tente. Ou alors quelqu'un qui annule au dernier moment, on sait jamais, ça peut arriver. Voilà. Donc j'ai eu une réponse très, très gentille, très aimable, en disant qu'ils avaient bien noté mes difficultés du moment, mais que pour le moment, il n'y avait pas de place d'urgence. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en suis à 7 mois d'attente, sachant qu'on m'a annoncé 18 mois. Il me reste donc 11 mois. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme dirait ma psychologue. Si vous avez des questions concernant ce processus, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez vos propres expériences, que ce soit avec une personne en libéral ou en CRA, n'hésitez pas non plus à poster ces expériences parce qu'elles peuvent être utiles à d'autres personnes qui hésitent ou qui ne savent pas comment faire. Dans tous les cas, vous voyez que c'est possible avec un petit peu de temps et de détermination, parce qu'il faut en avoir envie, hein. J'ai bien conscience que parfois, on ne ressent pas le besoin de savoir, et c'est ok. Voilà, donc prochaine vidéo de Johanna fait la queue au CRA, quand j'aurai reçu ma convocation. Donc peut-être dans 11 mois, peut-être un peu avant, si j'ai de la chance, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, je voulais vivre la chose en temps réel. Et du coup, je me dis que quand plus tard on regardera toutes les vidéos, on aura effectivement le déroulé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut!